Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Howard Becker, Les mondes de l'art. La disparition de la communauté de goût rend possible l'intox et la fièvre spéculative de l'art. L'art est un travail peu différent des autres travailleurs qui participent à la réalisation des œuvres d'art. Tout travail d'artiste, de même que toute activité humaine, fait intervenir les activités d'un grand nombre de personnes. L'œuvre porte toujours des traces de cette coopération, engendrant des structures d'activité collectives. Le monde de l'art, exemple, un concert et les instruments de musique. Un organe gouvernemental peut allouer des crédits à des projets artistiques. L'appréciation de l'œuvre ne se conçoit pas sans la présence d'un public qui réagit et porte une appréciation. Une autre activité consiste à justifier un discours esthétique et fait comprendre que l'art apporte quelque chose d'indispensable aux individus et à la société. Les observateurs extérieurs s'interrogeant sur son utilité. Cet examen critique permet de passer à l'œuvre suivante. Tout ceci suppose l'existence d'un ordre social. L'État permet la production des objets d'art. Si l'une des activités n'est pas menée à bien, l'œuvre sera produite autrement. Elle prend une forme différente. D'autre part, l'accès à tous les moyens et procédés normaux est un cadeau empoisonné. Chaque catégorie de travailleurs s'emploie chacune à un faisceau de tâches. C'est là qu'on analyse le monde d'art. En musique, l'interprétation rapporte plus que la composition. Pour le jazz, c'est le contraire, canevas de la véritable création. Certains thèmes connus n'ont pas d'auteur, improvisation équivaut à une composition. En rock, c'est la même personne. Tous les arts reposent aussi sur une large division du travail. Division du travail entre un grand nombre de personnes. Pour les artistes doués de talent, un tri s'opère. Corporation, académie qui impose un long apprentissage. Distinguer les vrais talents, il convient de s'assurer que seuls ceux qui possèdent vraiment le talent requis accèdent à cette situation privilégiée. Ce sont les activités cardinales. Corrélation parfaite entre le fait de pratiquer l'activité cardinale d'un art et le fait d'être un artiste. Il n'est pas nécessaire de manipuler les composants matériels de l'œuvre d'art, personnelle de renfort, pour demeurer un artiste. Il y a confusion lorsque personne ne peut distinguer parmi les participants à la production de l'œuvre lequel possède un don particulier. La condition d'artiste reposant sur la production d'œuvres d'art qui concrétisent et expriment des talents particuliers. Les participants au monde de l'art s'inquiètent de l'authenticité des œuvres. L'artiste a-t-il vraiment réalisé cette œuvre ? La réputation de l'artiste en dépend. L'artiste dépend d'une chaîne de coopération. Les artistes créent souvent des œuvres qui ne peuvent prouver trace dans les structures de production et production existantes. Dans ce cas, les œuvres ne sont pas présentées au public. Difficultés techniques et adhésion du public. L'artiste ajuste les projets aux conditions existantes, accepte les contraintes du réseau de coopération, soit prodiguer son temps et son énergie pour l'obtenir par d'autres moyens. Les conventions aussi font peser de lourdes contraintes à l'artiste. La rupture des conventions accroît les difficultés de l'artiste et réduit la diffusion de ses œuvres, mais augmente sa liberté d'opter pour des solutions originales. Les membres du monde de l'art coordonnent les activités axées sur la production de l'œuvre. Ainsi, les œuvres d'art constituent la production commune de toutes les personnes qui coopèrent. Les artistes forment un sous-groupe de participants avec un don particulier, contribution indispensable et irremplaçable. L'art est une étiquette prestigieuse et nombreux sont ceux qui la revendiquent pour leur travail. Il est difficile de savoir quoi prendre en considération et quoi laisser de côté. Les mécanismes de définition s'inscrivent au cœur de la réflexion. Le monde de l'art n'a pas de frontières bien nettes, il existe une certaine liberté dans l'organisation de leurs activités. Le travail qui justifie d'une certaine nécessité est exclu d'emblée. L'artiste doit jouir d'une liberté politique et économique suffisante. Le monde de l'art
produit des œuvres qui leur confèrent une valeur esthétique, interaction de tous les participants qui engendrent un sentiment commun de la valeur de ce qu'ils produisent collectivement. On apprend les conventions en apprenant à utiliser les outils. Le public se familiarise avec des conventions par l'expérience directe, par la rencontre avec l'œuvre et par des échanges avec autrui. Chaque œuvre enseigne quelque chose de nouveau au public. Toute forme d'art nécessite des ressources en quantité et en complexité, les deux extrêmes étant l'opéra et la poésie. La production des fabricants ne répond pratiquement jamais aux besoins de ceux qui essaient de créer du neuf. Les fournisseurs de matériel imposent des limitations au travail des artistes. Les inventeurs créent du matériel qui ouvre des perspectives nouvelles aux artistes. Sinon, l'artiste le fait lui-même, dépense de temps et d'énergie. Certains apprennent sur le tas en occupant un emploi subalterne qui leur permet de voir travailler des professionnels confirmés. Les musiciens de Zigane ont mis à 6 ans dans les orchestres sans savoir, sont mis à 6 ans dans les orchestres sans savoir jouer d'un instrument en train de jouer. Dans l'art, le personnel de renfort embauché a des motivations qui ne rejoignent pas celles des artistes avec qui il travaille. L'artiste pense à la portée esthétique de l'œuvre, le personnel pense à sa carrière. Un homme qui ne se trompe pas n'apprend jamais rien et tout s'achève sauf l'expérience. Dans le cinéma, on ne vaut ni plus ni moins que son dernier film. Les compétences ne suffisent pas à réussir dans un système de travail indépendant, mais aussi tisser un réseau de relations pour faire connaître ses capacités. La réputation facilite les choses. Dans le monde de l'art, on est toujours le personnel de renfort de quelqu'un d'autre. Toute fonction peut être tenue pour artistique. Après avoir réalisé une œuvre, l'artiste doit la diffuser. Reconnaissance, sinon c'est la frustration et rancœur. Une majorité n'arrive pas à monnayer leurs œuvres. L'achat de l'œuvre à un prix suffisant permet aux artistes de poursuivre leur œuvre. Ce sont des intermédiaires spécialisés qui s'en occupent, en obéissant à des intérêts souvent différents de ceux des artistes. Rationaliser une production créatrice. Les distributions disciplinent une activité désordonnée pour une production régulière. Les systèmes évoluent et s'adaptent aux artistes et les artistes s'adaptent au système, mécénat, marchand, galériste. La distribution a une énorme incidence sur la réputation. Ce que n'est pas distribué n'est pas connu et ne jouit d'aucune considération. Vendre ses œuvres procure des revenus et prouve aux autres que l'art est un métier, pas une simple occupation. Le mécène peut être un gouvernement qui passe des commandes. Urbain VIII était un mécène idéal. Il payait bien et sans retard, homme cultivé, familiarisé avec ce langage codé de la peinture de son époque. Certains collectionneurs ont créé des musées à leur nom, comme Guggenheim. Le mécénat d'État offre la possibilité d'exposer les œuvres dans les endroits les plus prestigieux ou les plus fréquentés, espaces publics. Mais aléatoire, car l'art ne fait pas partie des dépenses prioritaires publiques. Le mécénat d'entreprise se justifie dans le cadre d'une stratégie de relations publiques et d'image, impressionne le plus grand nombre. Dans certains pays, l'État conserve par principe le monopole des activités et en cela, le mécénat d'État devient une nationalisation des arts. Le mécénat procure un soutien, des contacts avec le public connaisseur et l'occasion de présenter des œuvres dans de bonnes conditions. Dans les salons officiels, les récompenses guident les mécènes. Les arts plastiques sont commercialisés par un réseau international de marchands. La valeur esthétique devient une valeur économique. L'offre limitée détermine la valeur. Pour les œuvres contemporaines, c'est l'esprit d'entreprise et le goût du risque. Le marchand parie sur une œuvre. Son objectif est de l'amener sur un marché et l'imposer au public. L'histoire tranchera et s'efforce de convaincre. La culture du monde d'art est une affaire d'initiés et de professionnels. Les marchands se spécialisent dans un style ou un mouvement artistique et ont aussi une offre correspondant au goût des acheteurs potentiels. Les critiques restent quant à eux en prise avec l'actualité, influençant les réputations et les prix des œuvres, une nouvelle source de plaisir esthétique. Les critiques fournissent l'appareil discursif qui permet d'apprécier et justifier ce que les marchands exposent. Les deux ont besoin des acheteurs collectionneurs. Or, la plupart des amateurs d'art n'achètent pas.
Attirance pour l'œuvre qui suscite une motivation, une fierté d'affirmation de ses goûts, se prévaloir par l'achat d'une œuvre devant les autres. Les motivations des collectionneurs vont du snobisme culturel à la spéculation pure et simple, en passant par la passion de la peinture ou le besoin compulsif d'accumuler. Le musée est le dernier dépositaire de l'œuvre, car elle y reste et lui apporte la consécration suprême. Ne connaissant pas leur public, les artistes réalisent forcément leurs œuvres sans savoir qui elles toucheront, comment et dans quelles circonstances. Aucun écrivain ne peut dire pour qui il écrit. Dans le monde de l'art, nombreux sont le style et le mouvement qui rivalisent pour attirer l'attention sur eux. Les États considèrent l'art plutôt d'un œil favorable, attestant l'essor culturel. Interpénétration du politique et de l'esthétique qui trouvent beau et hautement artistique tout ce qui est conforme à leur intérêt et juger médiocre le reste contrariant leur intérêt. L'État soutient ce qu'il approuve et entrave ou interdit le reste, activité économique régulière. L'art étant un secteur parmi d'autres du commerce. Les actions gouvernementales sont légitimes par une mise en avant de l'intérêt général. Rayonnement de la culture nationale, considéré comme un bien en soi, un ciment de l'unité nationale. Prestige international du pays et de son patrimoine. Nul artiste, même apolitique, ne peut poursuivre son œuvre si l'État fait preuve de répression, aide ou réduction au silence. Risque délibéré de l'artiste, sage travail dans les limites fixées. À la ville de Nice, un gouvernement qui a décidé d'encourager les arts doit encore décider comment il va le faire. Quelle conception est choisie d'être soutenue? Quand l'État n'attaque pas les artistes personnellement, la censure peut détruire les œuvres dérangeantes, morale publique. Les censeurs considèrent obscène, sacrilège ou immoral en évoquant le conflit avec un public choqué. Risque de dévoyer les citoyens, tentation qui ébranlerait la force morale de la nation et ainsi détruire sa capacité à se rassembler sur des objectifs communs. La censure devient naturelle aux yeux de tous. Contre les Beatles, ces chevelus antéchrist ne détruisent l'équilibre affectif et moral des enfants et pour finir la notion tout entière, dimension politique de toutes les œuvres d'art. Tous les artistes dépendent de l'État et leurs œuvres témoignent de cette dépendance. Les assassins des œuvres ont du mal à faire disparaître définitivement un travail car l'œuvre continue d'exister aussi longtemps que subsistent les idées dont elle est porteuse. L'idée subsiste dans une œuvre abstraite, par exemple. Les gens qui travaillent dans le monde de l'art sont des professionnels intégrés. En cela, ce monde continue d'exister d'une manière permanente. Caractère interchangeable des artistes avec la distinction de grands artistes et compétents, des tâcherons. Ces derniers ont une production abondante. Le monde de l'art a ses francs-tireurs, des artistes qui n'ont pu se plier aux contraintes. Leur innovation ne cadre pas et donc ne sont pas acceptées. Personne ne veut coopérer à ces innovations. Les francs-tireurs poursuivent leur travail sans le soutien du monde de l'art. Hostilité des autres, mépris des usages. C'est la diffusion qui pose problème. Si on avale quelque chose d'indigeste, on peut toujours en délester son estomac, mais on ne peut chasser des oreilles des sons atroces. Des écrivains s'auto-éditent et assurent la diffusion de leurs livres. Certains créent des organismes parallèles. Des comédiens se convertissent au théâtre de rue et utilisent l'espace public, avec un nouveau public. Les francs-tireurs renoncent aux avantages, mais s'affranchissent des contraintes, champ des possibles. Position quasi expérimentale, leur motivation ne ressemble pas à celle des professionnels intégrés. Indifférence et résignation du résultat qui les fait passer pour des désaxés. Au contraire, les autres passent pour des personnes sérieuses. Les francs-tireurs obéissent dans leur travail à des motivations impénétrables et suscitent aussi des opinions divergentes chez les professionnels. Ces participants parviennent à un certain consensus entre transgression et convention, assimilation. L'œuvre de ces innovateurs est intégrée dans le patrimoine historique et sauve l'art de la routine. La majorité reste ignorée et finissent par disparaître avec l'auteur. Certains, comme les artistes naïfs, finissent par recevoir de l'aide. Ils se sont créés un réseau de coopération personnelle
Ils ont recruté, formé et rassemblé autour d'eux des gens qui accomplissent des tâches et même leur public. Exemple, le facteur cheval, passant 30 ans à bâtir son palais idéal, tout en distribuant le courrier et ramassant les pierres au début d'une manière fortuite. Cette pierre, cette structure donnée par la nature, lui, pouvait devenir architecte ou maçon. Ses œuvres sortent du néant, art naïf. Le côté primitif, le caractère indépendant à l'égard des conventions. Il reste naïf tant qu'il ne tient pas compte des attentes des autres. Alors, il devient un professionnel intégré. Difficulté avec le public et les autorités, quand l'artisanat devient l'art. Satisfaire des besoins ou aucune utilité pratique. Le critère de beauté s'inscrit dans la tradition d'un art donné, idéal de beauté. C'est le caractère unique de l'œuvre qui en fait la valeur. Un artiste ne saurait produire deux objets identiques. Un artisan d'art, lui, au contraire, démontre sa maîtrise à reproduire un modèle donné. L'artisan est dépendant d'un client ou d'un employeur qui réclame le travail et le fait exécuter selon ses propres objectifs. L'artiste, lui, ne travaille pour personne d'autre, librement choisi. Quand l'art devient artisanat, les œuvres sont figées dans le respect des règles. Il y a une évolution académique ou commerciale, influence extérieure. Les artistes se soucient de virtuosité et non de créativité. Dans l'art commercial, l'employeur fixe les objectifs, savoir-faire. Cela devient un travail de routine. Plus un art devient conventionnel, plus ses normes deviennent rigides. Démontrer ses compétences au lieu de produire de l'art, créer des rébellions, dictature des modèles de travail. Effet de flou en photo avec des appareils démodés, dénigrement de la capacité à composer, des Beatles. Va-et-vient entre la normalisation et l'affirmation des démarches nouvelles, génie inventif contre l'establishment artistique, figé dans son autosatisfaction. Changement et modification continuelle. Quelques personnes font l'expérience, puis d'autres les imitent. Un changement passe inaperçu et n'est pas pour autant perdu. Changement dans le langage, glissement infinitésimal. Des innovations bouleversent les modes de coopération habituels et donnent lieu à des révolutions. Les révolutions artistiques modifient profondément le caractère des œuvres, impressionnisme, cubisme. La portée du changement dépend des capacités d'assimilation du monde de l'art. Nouvelle maîtrise technique. Le public a dû se sensibiliser à des langages inconnus. Toute convention suppose une esthétique qui érige les canons conventionnels en critères de beauté. Ceux qui tiennent cette règle pour un critère immuable de qualité jugeront l'œuvre indigne et exécrable. Les révolutions ne sont pas des changements complets. Sinon, il s'agirait de la formation d'un monde totalement nouveau. Plus une nouvelle forme d'art est connue sur un périmètre étendu, et plus la production augmente, diffusion sur un territoire plus vaste. Échange entre les pionniers et d'autres novateurs, échange plus fécond. Les disques et la radio jouent un rôle considérable dans l'essor de la musique. Palier dans l'évolution lors du maximum de ressources et des participants, sommet. Mais rien n'est éternel, et une transformation s'opère progressivement jusqu'à disparaître, presque car la survie s'organise pour sauver les derniers vestiges, déclin. De nouveaux moyens satisfont le goût. Désaffection soudaine du public, les collectionneurs gardent la trace. La réputation d'un artiste est mouvante, fond et défond constamment. Des gens possèdent des dons, créent des œuvres, expriment des émotions et des valeurs culturelles. La réputation naît. Dans l'histoire de l'art, c'est un phénomène récent. Quand nous savons que c'est un créateur au talent éminent qui a réalisé l'œuvre, nous lui accordons plus attention et nous discernons des détails qui nous auraient échappé. Leurs œuvres aussi ont une réputation. Les mouvements artistiques aussi ont leur réputation ou controversée, le cas échéant. Les disciplines ont leur réputation. Le tout se fait dans un consensus et sujet à variation. Des genres tombent en discrédit et les artistes renaissent. Toute œuvre d'art peut être considérée à la fois comme un événement historique et comme la résolution d'un problème ardu. Les artistes consacrent leur vie à ce problème. Les arts majeurs, littérature, poésie, ont un rayonnement international.
La prolifération des revues multiplie leurs chances de se faire publier. Petite réputation, mieux que rien. L'art exprime des valeurs culturelles et des émotions humaines fondamentales. Certaines œuvres finissent toujours par s'imposer, durer, pour leur excellence. Le monde de l'art procède en permanence à un travail de sélection. Si Shakespeare est admiré dans tous les pays où l'on joue son théâtre, ce doit être que ses œuvres touchent à quelque chose de si profond dans l'expérience humaine que personne n'y est insensible. L'art est un phénomène social. Une action collective de l'art reflète la société dans son ensemble. Pour un artiste reconnu, combien de laissés pour compte? Rôle social de l'art aidé par l'État qui favorise la cohésion en détournant l'esprit des activités antisociales canalisant. Howard Becker, les mondes de l'art. Merci.